Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas, ici Ethno, et aujourd'hui, premier épisode d'un nouveau format. Donc pour présenter un petit peu le truc, c'est une sorte de format interview où on partage un moment avec une ou un invité. Donc pour vous éclairer un petit peu, Vox Fabulas ça signifie la voix des histoires, et c'est un peu précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. On va écouter / partager un morceau d'histoire de Noémie, de la chaîne Horizon Universe, qui va nous présenter tout de suite Children of Time d'Adrian Tchaikovsky. Mais du coup, salut Noémie, pour commencer. Bonjour. Comment vas-tu ? Mais ça va très très bien, très contente d'être là. Et toi, comment vas-tu ? C'est super, moi ça va bien, un peu stressé dans la mesure où c'est le premier épisode un petit peu hors chronique que je fais pour la chaîne. Et j'ai pensé à toi tout de suite, étant donné qu'on avait fait un épisode un peu particulier tous les deux qui était un petit peu, je dirais pas sérieux parce que c'était très sérieux, hein. Il était très très bien cet épisode, je vois pas du tout ce que tu veux dire. On a parlé de Oui Oui et la fusée tous les deux pour mon autre podcast, Les Annales d'Opale, et du coup je me suis dit allez, il va y avoir un truc un peu plus sérieux mais chill quand même, hein. Attention, c'est pas non plus des chiffres et des lettres, mais ce serait intéressant de discuter un peu plus sérieusement, et notamment là on va parler d'un bouquin, et ça va être très cool, mais avant je t'invite déjà à présenter un petit peu ton travail et ta chaîne, parce que moi je te connais, hein, mais c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Tout à fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Noémie de la chaîne YouTube Horizon Universe, où je parle de science-fiction sous toutes ses formes, notamment en littérature, au cinéma et un petit peu en série, et très très vite fait en jeux vidéo. Mon but, c'est de parler de choses que j'aime bien, et des fois que j'aime pas trop, mais d'expliquer pourquoi, de montrer un petit peu mes petites découvertes, et de parler de plein de thèmes différents, science-fiction, ça peut être du transhumanisme, des catastrophes climatiques, ça peut être un petit peu tout, de ce qui est fun et de ce qui est moins fun en SF. Ouais, vaste sujet quand même la SF, hein. C'est vrai que... Ouais, il y a de quoi dire. Exactement. Alors... On n'est pas là vraiment pour parler du bouquin, mais plutôt de l'impact qu'a eu le bouquin sur toi, hein. Mais quand même, histoire que les gens resituent un petit peu l'histoire du livre, j'ai fait un rapide résumé, comme je t'expliquais avant qu'on commence à enregistrer. Et donc on parle, parce qu'en fait j'ai donné, aussi, je viens de percuter, j'ai donné le nom du livre en anglais, parce que je sais que ça te tient à cœur. C'est fort gentil. Mais en fait le titre français, du coup je l'ai pas noté, c'est Dans la toile du temps, non, c'est ça ? Dans la toile du temps, tout à fait. Dans la toile du temps, donc en fait qui n'a rien à voir, traduit littéralement en fait, c'est ça qui est marrant. Qui n'est pas traduit littéralement, ouais. Mais ils se sont rapprochés quand même du thème principal du bouquin, voilà. Tout à fait. Donc pour résumer, Dans la toile du temps, l'humanité sur le déclin décide de terraformer une planète afin d'y implanter à nouveau la vie, en y libérant des singes et un nanovirus qui leur permettrait une évolution rapide. Seulement, la mission tourne mal, et le virus va s'attaquer aux araignées qui du coup évolueront à la place des singes. Quelques temps plus tard, et quelques avec des gros guillemets, parce que je crois qu'il y a beaucoup de temps après. Des milliers d'années, littéralement. Voilà, donc quelques temps plus tard, l'humanité est contrainte de quitter la Terre, qui est en très mauvais état, je crois que c'est rien de le dire. Et c'est à bord du Gilgamesh qu'une poignée d'humains s'approche de cette planète qu'elle pense parfaite pour elle, mais qui au final se retrouvera habitée par des araignées géantes. Donc voilà pour pitcher un petit peu rapidement le truc. Alors je pense que ça doit être une hérésie au niveau du résumé, parce que le truc englobe quand même beaucoup de choses différentes. Mais voilà, encore une fois, toi tu vas nous raconter ton rapport à ce bouquin, et on va commencer par le commencement. Donc comment est-ce que tu as découvert ce livre ? Alors, déjà, très beau résumé. C'est pas facile de résumer cette histoire, mais même quand j'avais fait ma vidéo dessus, je m'étais un petit peu cassé les dents parce que c'est très compliqué à mettre un petit peu en place. Donc bravo à toi. Super. Alors, ça va pas être une très très belle histoire que je vais te raconter. C'est que à l'époque, je vivais en Grande-Bretagne et j'allais tout le temps à une librairie qui m'a pris facilement 50% de mon patrimoine à un moment donné. Et c'est dans cette librairie, il y avait un étage entier dédié à la fantasy, à la science-fiction, à la littérature jeunesse. Et il y avait une énorme table, mais honnêtement, tu pouvais mettre un buffet de 16 personnes sur cette table, avec la sélection des meilleurs livres de SF récemment.
Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, j'en prenais genre 1 ou 2 en suivant de genre si la couverture, le titre et le nom du gars me plaisaient. Ça, c'est comme ça que je choisis mes bouquins en règle générale, hein, c'est débile, mais voilà. Non, Et mais cette couverture, en l'occurrence, celle de Children of Time en anglais, c'est un fond noir et vert avec une énorme planète verte et un vaisseau hyper stylé dessus. Et du coup, Children of Time, et ça m'avait vraiment interpellée. Et en plus, le mec s'appelle Adrian Tchaïkovski. Et Tchaïkovski, pour la petite anecdote, c'est mon compositeur de musique classique préféré. Ok. Voilà, et du coup je me suis dit, tu sais quoi, toutes les étoiles sont alignées, le titre est stylé, la couverture est stylée, le nom du mec est stylé, let's go. Et je me sens d'être rentrée chez moi, me dire, tiens, allez, j'ai vu plus rien à lire, je crois que à l'époque j'étais sur les fondations d'Asimov, j'étais en train de me les refaire, puis j'avais un peu, 6 livres à la suite d'Asimov, à un moment j'ai envie de faire une pause. Puis je me suis mis dedans, et en fait je me sens que je fais très très rarement des nuits blanches sur des bouquins, c'est une des rares nuits blanches que j'ai fait sur un bouquin. J'ai pas fini en une nuit, mais j'étais totalement dedans. Et je connaissais pas ce mec, alors que pourtant c'était un gars qui avait déjà écrit de la fantasy, qui avait déjà eu sa petite célébrité en fantasy, mais moi j'en lis assez peu. Je connaissais pas ce gars et j'ai halluciné quoi en lisant le truc tellement j'étais dedans. Et j'ai juste pas pu poser le livre. Je crois que je l'ai fini en genre même pas une journée et demie quoi, 2 jours. Ah mais tu l'as poncé en fait. Ouais. Ah mais je l'ai poncé totalement. C'est vrai que j'allais au taf, je marchais une demi-heure pour le taf, je marchais avec le bouquin dans les mains en allant au taf, tu vois. Ah ok. Le midi, normalement, tu manges avec tes collègues. Non, j'ai dit, écoutez, je suis désolée les gars, j'ai un bouquin à finir et je me suis laissée dans mon bureau avec mon bouquin et tout tellement j'étais à fond dedans. La grosse nerd. Ouais, c'est ça, exactement. C'est à l'époque où j'osais pas trop encore le faire et maintenant, voilà, les collègues ils savent très bien que le midi c'est pour bouquiner quoi. et ouais, enfin franchement, je l'ai totalement poncé parce qu'il m'avait tellement interpellée que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi interpellée par une histoire plus que touchée. Vraiment, je me suis dit waouh, putain, c'est impressionnant la manière dont tout a été imbriqué quoi. Vraiment j'étais très très impressionnée par ce bouquin. Ah donc vraiment le fruit du hasard quoi en fait hein. Totalement le fruit du hasard, mais 100%. Ouais, d'accord. On était fait l'un pour l'autre, on était fait pour se rencontrer et pour avoir une belle histoire d'amour ensemble, totalement. C'est marrant cette façon de sélectionner les bouquins en fait. Il y en a qui te diront justement faut pas sélectionner, faut pas choisir par la couverture. Exactement. Je fonctionne assez comme ça moi en fait. Hein. C'est vrai que tu me fous un texte avec une couverture que j'estime mauvaise. Le texte aura beau être super bon du premier abord, j'irai pas. Mais tu sais que moi, ça m'a joué des tours, hein, où j'en parle justement dans une de mes prochaines vidéos sur la Terre fracturée de N.K. Jemisin, où le bouquin, je le trouvais moche, et du coup, je l'ai pas pris pendant genre 1 an, et c'est quand j'ai vu qu'il avait, je crois que c'était le 2e ou le 3e à l'époque, avait gagné le prix Hugo, où je me suis dit, mais en fait, ça a quand même d'être bien ce truc, donc je vais peut-être l'acheter même s'il est moche, et au final, ouais, c'est ça. Mais c'est bête, hein, mais comme moi, mes bouquins, c'est tout mon salon, en fait, c'est ma décoration de chez moi, j'ai envie qu'ils soient un petit peu jolis. Ouais, et ça fait office de collègue aussi, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, où tu vois, par exemple, les The Expels, je suis tombée dessus par hasard aussi, sans connaître le truc, parce qu'à l'époque, je crois, la série venait juste de commencer, ou était pas encore sortie en France, un truc dans le genre. Et je les ai pris juste parce que les bouquins étaient beaux aussi, tu vois. Enfin, truc totalement, tu racontes ça aux gens, ils hallucinent un peu. Mais j'aime bien quand les bouquins sont jolis, ça te donne envie de le lire, quoi, ça donne envie de te mettre dedans. Mais toi qui lis en VO, en plus, t'as la chance de pouvoir avoir des couvertures que nous, on n'a pas en France et qui sont juste sublimes aussi. Hein. Des fois, c'est vrai que je suis super envieux quand je vois des trucs, je me dis putain, ça... Je crois que c'est le Seigneur des Anneaux, il y a de ces couves de fous. Il y a des couvertures de fous, surtout en fantasy, ils se font vraiment plaisir. Ouais, vraiment, ouais. C'est vrai que c'est assez cool pour ça. Et donc, du coup, il a changé quoi pour toi dans la vie, ce bouquin, dans ta façon de voir les choses, par exemple? Qu'est-ce qui t'a rendu accro au point de pas parler à tes collègues, quoi? En vrai, il m'en faut pas beaucoup de pas parler aux gens. Mais en soi, il y a énormément de thèmes qui m'ont vraiment marqué dedans. Notamment sur l'autre. En fait, c'est une question pour moi en science-fiction qui est ultra importante, la question de l'autre, de comment tu considères une intelligence qui est différente de la tienne et qui n'est pas toi. Et il y a toute une partie du livre qui est faite sur ça, et non seulement entre les humains et les méga araignées qui font la taille de ta tête, et entre les humains entre eux en fait. Parce que c'est pas vraiment un spoiler, on le sait assez rapidement, mais entre les humains qui ont essayé de terraformer et les humains qui viennent plusieurs millénaires après, il y a aussi des conflits parce que du coup eux ne se comprennent pas non plus. Et du coup c'est même carrément 2 espèces différentes à ce niveau-là. Et c'est de voir comment est-ce que tu essaies de te comprendre entre 2 intelligences, entre 2 entités. En fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est un des trucs que je préfère en science-fiction.
la question de l'autre, la question du vivre ensemble, la question du bon, peut-être pas se taper sur la gueule tout de suite, ce serait peut-être bien qu'on discute, éventuellement. Ouais. C'est intéressant, on n'en pense pas souvent, hein, mais voilà, c'est intéressant à prendre en compte. Il y a cette partie-là, il y a toute une partie sur la religion, le messianisme aussi, qui me touche beaucoup, qui est un des gros fondements de la science-fiction avec Dune, par exemple. Tu vois, il y a toute une partie qui fait beaucoup penser au deuxième bouquin de Dune, pour le coup, qui est vraiment top. Bien sûr, il y a toute la partie science-fiction pure, avec genre des technologies vraiment qui sont ouf, genre le vaisseau, le Gilgamesh. C'est un truc, en fait, quand il est écrit, tu te demandes comment ils sont encore en vie dedans, quoi. Il part en merde, t'as des gens qui bossent dedans H24 pour réussir à sauver le peu de colons qui ont réussi à partir. Enfin, tu sens que l'humanité, elle est au bord de l'extinction, et ça te prend aux tripes, forcément, parce que t'es humain et que tu sais que tu vas y passer un jour. Directement, ouais, ça te touche en tant que lecteur, parce que tu te dis, mais en fait, c'est leur dernier espoir, et ils ont rien, ils ont pratiquement plus rien avec eux, ils sont à poil dans l'univers, et c'est des choses qui sont belles, quoi. Puis c'est une écriture qui est hyper cruelle parfois, parce que voilà, par exemple, c'est pas la planète d'araignée, c'est pas la première planète sur laquelle ils vont. Ils ont plusieurs autres planètes avant, qui sont toujours des planètes qui auraient été terraformées par les anciens humains, qui en fait ont pas marché. Donc tu les vois petit à petit en fait perdre espoir, parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent sur un truc, ils se disent mais en fait les anciens, comme ils appellent ça, ils ont fait n'importe quoi, ils étaient pas du tout aussi puissants qu'on l'aurait voulu, ou qu'on croyait. Et ils perdent espoir petit à petit. T'as toujours une petite lueur, et puis en fait ils la reperdent, et puis encore. Enfin, le truc, il te fait c'est les montagnes russes émotionnelles. Ouais, une montagne russe d'émotions qui est absolument folle. Puis en parallèle, t'as l'évolution du coup de la civilisation des araignées. Qui, ça, pour le coup, rien que ça est fou, parce que moi je suis pas du tout arachnophobe pour le coup, mais en règle générale, les araignées, c'est jamais trop le truc que tu kiffes, quoi, tu vois. Au pire, tu t'en fiches. Voilà, d'instinct, c'est pas le truc dans lequel tu t'investis émotionnellement. Et là, tu te retrouves à t'investir émotionnellement dans la civilisation d'araignées qui sont décrites comme faisant la taille pour les plus petites, d'une balle de basketball, pardon. Donc déjà un bon truc, ça, et pour le corps, c'est sans compter les pattes, quoi. Voilà, là c'est que donc c'est déjà un truc où c'est le truc de cauchemar à la base, quoi. Et en fait, tu te retrouves à t'investir émotionnellement dans leurs aventures en te disant mais pourquoi je les aime bien, enfin pourquoi est-ce que je m'investis dans ce truc-là, quoi, parce que tu vois toute leur civilisation, par exemple, elles utilisent les fourmis comme masse de travail, donc en fait tu transplantes l'humanité sur elles. Tu vois, tout ce truc-là avec leur religion, leur côté esclavagiste, le fait qu'elles soient matriarches par exemple. Aussi, au lieu de la patriarchie chez nous. Enfin, tu vois, il y a plein de parallèles comme ça qui sont faits à l'inverse, en miroir. Mais il leur a donné de l'humanité, en fait, quelque part, non? Il les a complètement humanisés. C'est encore plus visible dans la suite, du coup, de Children of Time, qui s'appelle Children of Ruin et Children of Memory. Donc, je sais pas comment ils vont traduire ça en français, pour le coup, parce que c'était Children à chaque fois. Et là, ça sera dans la toile de la ruine, et dans la toile de la mémoire, peut-être, je ne sais pas. Exactement, Et je comprends qu'ils aient voulu faire la vanne avec la toile, mais du coup tu te dis dommage. Là ça marche, mais après voilà, c'est ça. Un peu compliqué, et du coup t'as tout cette parallèle d'humanité avec les araignées que moi j'avais trouvé vraiment vraiment intéressant. Et puis t'as le parallèle avec Kern, du coup, qui est une des humaines qui a commencé à vouloir ensemencer la planète avec les singes, qui elle est en fait devenue plus ou moins une intelligence artificielle pour survivre. Et j'aime beaucoup ce côté très transhumaniste là, où tu sais plus vraiment si elle est, et elle non plus, c'est plus vraiment est-ce qu'elle est humaine, est-ce qu'elle a un ordinateur, est-ce qu'elle est qu'elle est entre les deux. Et en fait, c'est un personnage qui est complètement taré parce qu'elle est tellement, elle est tellement prise entre son humanité et le côté très informatisé en fait du vaisseau dans lequel elle vit encore, que en fait elle est paumée entre les deux. Je trouve ça hyper intéressant aussi est-ce que la machine supplante ton humanité ou pas? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait en fait que t'es encore humain? Est-ce que le fait de ne plus avoir de corps te rend encore humain? Ce genre de truc, moi je suis une grande fan de transhumanisme, et ça pour le coup c'était vraiment vraiment hyper cool. Enfin bref, voilà, lisez le bouquin parce que c'est vraiment cool. Moi, ce qui m'a fait marrer quand tu m'as donné le titre du bouquin et que je suis allé voir un petit peu tout ça, je savais de quoi on parlait parce que c'est un livre dans le milieu qui est quand même assez connu et assez reconnu. Mais c'est vrai que quand tu demandes à quelqu'un en général son livre préféré, sa série, son film et tout ça machin, c'est vrai que pour le coup c'est toujours, ou alors souvent, en grande majorité du temps, des trucs assez soit introspectifs, soit des voyages un petit peu pas éducatifs comme on dit,
Pédagogique. Ouais, pas pédagogique, mais tu vois par exemple Ursula Le Guin qui avait fait avec le sorcier de Terre-Mère. Tu vois le personnage évoluer, grandir, tout ça. Alors que là, c'est vrai que pour ton titre, on est vraiment dans quelque chose purement hard SF, limite. Je pense qu'on peut dire que c'en est, parce qu'il y a vraiment un côté scientifique et il y a des thèmes quand même assez poussés. Et moi, ça m'a fait marrer parce qu'on est carrément à l'opposé de ce qu'on nous donne généralement en termes de thèmes qui nous touchent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est marrant parce que j'ai fait très récemment la liste de mes 10 bouquins préférés pour une vidéo que j'ai pas encore fait. Et en fait, mes bouquins, ils sont tous comme ça, mes bouquins préférés. C'est que des trucs qui te balancent, genre, tu vois ta vie, allez hop, questionnement ultime sur l'existence, allez hop, tiens, mange ça. Ouais, voilà, mais en fait, ça se tient parce que tu vois, c'était une de mes questions en fait où je te disais que c'est vrai que le bouquin traite de civilisation, de religion, l'évolution de l'espèce, la société et plein de trucs, et j'allais te demander en fait grosso modo ce qui t'attire dans ces thèmes-là, mais on a l'impression que parce que ça te met en face de quelque chose qui est généralement où c'est les trucs introspectifs, ça nous met face à nous-mêmes, tandis que là c'est quelque chose qui te met face à quelque chose de beaucoup plus grand en termes d'échelle en fait. C'est assez intéressant ça. Ouais. J'adore avoir des crises existentielles. Je crois que c'est un de mes grands amours dans la vie. J'adore fermer un bouquin et me dire, waouh, ok, bon, je vais boire un coup et puis ça va aller mieux. Et je vais me remettre en question. Non, mais c'est ça en fait. J'aime beaucoup les livres qui te replacent dans quelque chose de plus grand. On te dit, ouais, en fait, tes petits soucis à la con là d'humain dont clairement on se fout et qui te bouffent la vie. En fait, il y a tellement plus grand, il y a tellement plus important, il y a tellement mieux, il y a tellement plus que tout en fait. Tu vois, j'aime beaucoup qu'on me confronte à l'univers avec un grand U. Tu vois, j'aime beaucoup que les histoires me remettent un peu à ma place entre guillemets. C'est un peu bizarre à dire, mais j'aime bien quand on te le sense of wonder en fait, c'est de la SF où on te met face à plus grand que toi et à plus grand que nous et à plus grand que notre petite planète toute petite, toute mignonne. Toute paumée. Moi, j'aime beaucoup cette sensation de dire, ouais, mais en fait, il y a tellement plus si tu te laisses embarquer. Si tu y réfléchis, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est, tu vois, un truc tout con, mais je regarde pas très peu de séries, mais ma série préférée, c'était Star Trek Next Generation, et je pense que c'est typiquement pour ça aussi. Parce qu'en fait, ça te balade de monde en monde et de civilisation en civilisation, en fait, ça te fait découvrir tellement d'autres choses, et ça, en fait, ça t'aide toi aussi, tu vois, c'est introspectif en soi. De te mettre face à quelque chose, ça te remet à ta place en fait, exactement. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément par rapport à toi, parce qu'en soi, c'est pas un bouquin qui va forcément te rendre meilleur au sens où ça va pas te remettre en question sur comment tu traites les autres ou quoi, mais ça va te remettre en place sur. Mais en fait, on devrait arrêter de se prendre la tête. Sur le relationnel, en fait. Ouais, c'est ça. On devrait arrêter de se prendre le bec entre nous, et ça serait peut-être bien qu'on se prenne la main tous ensemble, parce que ce qui va arriver dans le bouquin, c'est très certainement ce qui va nous arriver en vrai. Et eux, ils s'en ont sorti à pas grand-chose, tu vois. Peut-être qu'on pourrait s'en sortir un petit peu mieux si on n'avait pas à faire ça. Ouais, parce que du coup, ils quittent la planète, là, pas dans la première partie du bouquin où justement ils envoient les singes et le nanovirus, mais plus tard, donc très longtemps après, ils la quittent justement parce qu'il y a eu des catastrophes climatiques, il y a eu des guerres et des machins comme ça. Non, il y a eu des guerres nucléaires et il y a un hiver nucléaire assez impressionnant, puis il y a... Je crois qu'il reste plus que quelques dizaines de milliers de personnes, donc ils sont vraiment en PLS. Et puis ils s'en vont parce que la vie, ils vivent dans des grottes parce que l'air est plus respirable. Enfin, tu vois, voilà, c'est. Et au final, tu lis ça, tu fais ouais, mais c'est trop loin, ça n'a rien à voir. En fait, tu regardes maintenant, tu fais merde. Voilà, ça est bon. Écoute. On y arrive. Ouais, effectivement, il y a du temps, mais. C'est vrai que c'est des sujets qui font vachement réfléchir sur le long terme en plus de ça. Là. C'est ça. Quand je t'ai demandé de passer dans l'émission, je t'avais dit qu'il y avait un concept de choisir des passages, des citations, des trucs comme ça, et tu m'en as choisi plusieurs. Donc, ça me fait marrer parce que du coup tu les avais choisis en anglais et t'as dû les retraduire exprès, c'est sympa. Donc, je te laisse la parole pour une de tes citations. Ok. Il y a ceux sur Terre qui ont clamé que l'univers en avait quelque chose à faire, que la survie de l'humanité était importante, destinée et voulue. Ils sont restés derrière pour la plupart, s'accrochant à leur foi érodée qu'un grand pouvoir s'imposera pour eux, si les choses tournaient très mal. Peut-être que c'est ce qu'il s'est passé. Ceux dans les arches ne sauront jamais vraiment.
Holston, le personnage principal du coup, avait ses propres croyances cependant, et elle n'incluait pas le salut par une main autre que celle de l'humanité elle-même. Et pourquoi t'as choisi ce passage du coup ? Qu'est-ce qui te Parce parle ? que ça encapsule beaucoup du livre. Déjà, l'introduction de Holston, qui est notre personnage humain qu'on va suivre le plus, qui est quelqu'un qui sait traduire en fait les anciens écrits, enfin les anciennes trouvailles en fait des anciens, donc de l'humanité qui a terraformé la planète des araignées. Ensuite, le fait que il y ait eu différentes croyances sur ce qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est la main invisible où on te dit mais en fait Dieu ou peu importe nous sauvera un jour peut-être, et que si on fait les choses bien peut-être qu'il viendra, et en fait là apparemment il est potentiellement pas venu. Et le fait que des personnes sont restées derrière parce qu'elles étaient persuadées que quelqu'un viendrait les aider, que quelqu'un les sauverait quoi. Et je trouve que c'est vraiment puissant comme introduction en fait, de se dire mais en fait il y en a qui sont, enfin c'est ce qui se passerait en vrai, tu vois. C'est qu'il y en a qui croient tellement, et je trouve ça chouette de croire en ce genre de choses, hein, c'est pas du tout une critique, mais il y en a tellement qui croient que quelque chose viendra les sauver, qui sont prêts à potentiellement mourir pour leurs croyances, quoi. Et puis t'as, du coup, le fait que Holston, lui, pense que c'est nous, eux, l'humanité qui doit se sortir toute seule du bourbier dans lequel elle s'est mise, et je trouve que t'as un très beau parallèle entre les deux. Parce que c'est hyper réel. Bien différente de voir les choses, ouais. C'est ça. Bah, comme chez nous, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment la force de Tchaïkovski d'utiliser des thèmes qui sont futuristiques et qui sont pas les nôtres, mais de les réussir à les mettre de manière à ce que ça te touche toi en tant que personne. Et pour moi, c'est un des meilleurs auteurs à ce jour, enfin, de la littérature SF moderne. C'est un des meilleurs auteurs pour ça aujourd'hui, où certainement tu lis un de ses bouquins, tu peux ne te prendre qu'une claque, quoi. Donc, vu comme c'est amené, je veux dire, même quelqu'un qui a pas spécialement l'habitude de lire de la SF, de ce que j'en ai entendu, en tout cas, ça a l'air quand même d'être vachement accessible. Faut se creuser un petit peu la soupière pour essayer de vraiment arriver à mettre les choses dans le bon ordre pour pouvoir arriver à tirer, une réflexion. Mais ça a l'air quand même vachement accessible. Oui, c'est très accessible. C'est très accessible. Et franchement, ce bouquin, je l'ai offert à tout le monde. Je l'ai offert à ma mère, je l'ai offert à mon père, je l'ai offert à ma meilleure amie, et je l'ai offert à un autre pote. Donc, 3 personnes dans cette liste qui sont pas forcément des grands lecteurs. Et ils ont tous kiffé, quoi. Oui, parce que la maman lit de la fantasy, de la SF, pardon. Mon amour de la SF et de la fantasy vient de maman. Ouais. Enfin, l'amour de la lecture vient de maman, et tu vois, c'est je l'ai pas là avec moi, mais mon premier bouquin de Dune, c'était une version annotée qu'elle avait quand elle avait 14 ans. Excellent, ça. D'accord. Ouais. Et elle me l'a filé, je devais en avoir 11 ou 12, et j'ai lu dans la foulée, et en fait, je me servais de ses annotations pour suivre l'histoire et tout ça. Enfin, tu vois, ça vient d'elle, quoi. Donc t'as lu Dune à 12 ans, alors? Je devais avoir 12 ou 13 ans, ouais. J'ai pas tout compris, hein. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ça, je l'ai relu plusieurs années après, genre peut-être à 17, 18 ans, je me suis dit, ah ouais, quand même, ouais, j'avais rien compris, en fait. Ouais, non, mais puis sur la longueur, faut le tenir quand même, parce que c'est pas spécialement un bouquin qui a beaucoup d'action. C'était déjà pas trop un problème, je lisais déjà beaucoup à l'époque. Ouais. Donc ça allait déjà. Mais pour le coup, je crois que c'était mon premier vrai bouquin d'adulte que j'ai dû lire, je pense. J'arrive pas à me souvenir si j'ai lu celui-là ou 1984 en premier. Je sais qu'ils étaient très très proches l'un de l'autre. Je sais que c'était un des deux. J'arrive pas à me souvenir lequel était en premier, mais du coup c'était vraiment mes premiers livres d'adultes entre guillemets. Sinon, j'avais déjà les Eragon, les Elana, ce genre de trucs. Ouais, donc t'as vraiment commencé avec ce style-là en fait. Enfin, quoique Eragon c'est beaucoup plus fantasy, mais. Fantasy, ouais. Donc t'as commencé avec l'imaginaire, quoi. Ouais, totalement. Et tu vois, quand j'étais petite, je pense que ceux qui ont à peu près mon âge sauront, et qui ont lu sauront, mais genre La Guerre des clans. Tu dis ça à n'importe quel... C'est pas avec des chats, ça ? Si, tu dis ça à n'importe quelle gamine qui a lu et qui est née dans les années 90, elle va te sortir, mais oui, putain, j'ai lu ce truc. C'est des chats qui parlent et qui ont des noms, tu vois, et voilà, j'avais lu de la le premier fantaisie, tome de ça il y a quelques temps, j'ai trouvé ça quand même assez bien foutu. Ouais, c'est vrai que c'est littérature jeunesse, génial, mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant. C'est ça. Et justement, puisqu'on parle de lecture, bon, on reviendra vite fait, j'ai encore une question à te poser sur Tchaïkovski, mais en fait plus globalement, on a tous compris que la lecture ça a une place super importante chez toi, hein, on est bien d'accord. Tu consacres même un timing, si je me souviens bien, tous les jours. Comment t'en es arrivé là, et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là en fait, quand t'as commencé à vraiment, ou alors à découvrir, si tu te souviens de ton premier bouquin, le premier bouquin que t'as ouvert, où tu t'es dit que là ça y est,
c'est grosse importance, tu vois. Alors je me souviens pas du premier bouquin. Par contre, comme je viens de dire, ma maman a toujours beaucoup lu. Ouais. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé ma maman. J'ai toujours trouvé que ma mère c'était la personne la plus classe et la plus stylée, la plus cool du monde. Et du coup je voulais faire comme ma maman. Je voulais lire comme ma maman. J'ai toujours adoré le fait qu'on ait, voilà, ma mère, elle a, si vous voyez chez moi, vous voyez d'où ça vient. En fait, ma mère, elle a des bouquins partout aussi. Et j'ai toujours voulu faire comme elle. Et du coup, j'ai voulu apprendre à lire le plus vite possible pour pouvoir faire comme elle, quoi. Et du coup, je sais pas exactement quel est le premier bouquin que j'ai lu parce que j'ai toujours été entourée de bouquins. J'ai eu cette chance-là d'avoir toujours été entourée de plein de livres. Je crois que vraiment les premières lectures que j'ai fait, c'était les Pierre Bottero, c'était ce genre de choses, tu sais, Elana et Willan, tout ça, c'était vraiment ça. Ah oui, l'équipe des Willan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'étais beaucoup là-dedans. J'avais un bouquin aussi, j'avais une série de bouquins, c'était une jeune égyptienne destinée à être pharaon, tout ça. Enfin, je sais plus du tout comment ça s'appelait, mais voilà, j'avais beaucoup de livres de science-fiction. Je crois que c'était J'ai lu à l'époque qui avait une collection de livres de science-fiction pour ados. Ils étaient bleus avec un espèce d'effet un peu holographique dessus. Et voilà, je me souviens pas quel est mon premier bouquin, mais je sais que mes premiers vrais bouquins d'adultes de science-fiction, c'était 1984 et Dune. D'accord. Et je me souviens que c'était ça, quoi. Mais tu vois, la science-fiction, ça a toujours pris une énorme partie de ma vie. Dans tous les cas, et le fait d'en lire le fait de lire de la SF en bouquin, ça a été la suite logique, la suite de tout, quoi. Vraiment, la science-fiction, c'est ça. Moi, je suis tombée dedans très très jeune. J'ai regardé Star Wars, j'avais 4 ans. J'ai fait trop bien, je vais faire ça de ma vie, tu vois. Je voulais être Dark Vador. Je voulais Dark Vador. Ça c'est un bon choix de carrière. Hein, je voulais être Dark Vador. Et apparemment, la maîtresse a appelé mes parents parce que c'était pas, on disait pas ça, quoi. D'accord, ouais. Voilà. T'aurais dit je veux être Luke Skywalker, t'inquiète, elle aurait pas appelé les parents. Hein. Voilà, ça, moi, apparemment, je voulais tuer des gens. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Écoute, mais je trouvais le casque ultra stylé. Je pense que j'aimais bien le côté un peu dark du personnage et tout ça. Ah, et du coup, le fait de retrouver, c'est ça. Puis le fait de retrouver ce sense of wonder là, encore une fois, tu vois, cet univers dans la littérature, ça a tombé sous le sens, quoi. C'est vrai que le space opéra pur, je suis venue dedans un peu plus tard parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des masses, ou alors j'étais pas forcément dedans. Moi, j'ai grandi beaucoup avec les dunes, les fondations, les grandes dystopies, tu sais, Brave New World, ce genre de trucs-là. C'était plus ce que j'avais à la maison. J'ai mis du temps à découvrir Ian M. Banks, ce genre de personnes-là, tu sais, le cycle de la culture, ce genre de trucs-là. Ouais, c'est ça. J'y suis venue un peu plus tard. Moi, j'étais plutôt dans la littérature SF plus classique. Arthur C. Clarke aussi. Enfin, ça reste du space opéra, mais vraiment les gros classiques. Oui, c'est plus accessible que ouais, les gros auteurs de SF, ouais. Puis c'est ce que mes parents avaient en lisant plutôt de la littérature plus classique, de la fiction plus normale, on va dire, quoi, tu vois. Ouais. C'était plutôt ça. Après, j'ai défoncé les Jules Verne quand j'étais gamine. Ouais. Alors que maintenant, tu vois, je suis incapable de les lire. Je trouve ça chiant comme la pluie. C'est chiant. Mais à l'époque, 20 000 lieues sous les mers, genre j'avais la belle édition reliée et tout ça. Je les ai toujours d'ailleurs. Ils sont par terre d'ailleurs, c'est triste. J'ai plus la place. Voilà où il reléguait le pauvre. Voilà où est-ce qu'ils sont. Mais après, voilà, ils m'ont suivi partout. J'étais une grande fan de ça quand j'étais gamine. Ces trucs un peu pulp là, tu sais. Ou alors si à la maison, je suis en train de dire une connerie, on avait du Edgar Rice Burroughs. On avait. C'est Chroniques de Mars, non, c'est ça? Les Chroniques de Mars, hein, c'est ça, je crois que ça s'appelle en français, ouais. C'est Princess of Mars, ouais. Ceux-là, on les avait pas tous, mais on en avait certains. Ah, ça, c'était ultra pulp, hein. Ah, ça, pour le coup, franchement, faudrait que je les relise aujourd'hui, mais je me sens que moi, ça me faisait délirer, quoi. Bah, après, moi, je les ai relus il y a 2 ans. Enfin, j'en ai relu quelques épisodes parce que justement, sur la longueur, c'est quand même un peu, je dirais pas indigeste, voilà. Mais c'est particulier. C'est pulp, hein, c'est le mot, tu l'as utilisé il y a 2 secondes, et c'est exactement ça. Donc le mec en pagne avec son épée qui va se friter contre des singes géants, c'est marrant parce que c'est quand même chargé d'histoire. C'est quelque chose qui est cité par beaucoup d'auteurs ultra connus qui ont commencé par ce genre de lecture là, en fait. Et, c'est un des premiers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est hyper marrant. Mais je crois qu'il avait fait bah non, c'était Tarzan le truc qu'il avait fait, non, c'est pas ça? C'est ça, c'est Tarzan aussi, ouais. Ouais. Donc voilà, quand même un monsieur qui a pesé dans le game un peu. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et niveau lecture, alors moi je sais que personnellement, si je lis beaucoup, j'aime bien me mettre un petit fond musical, un petit machin comme ça, pour justement, je pense, essayer
je dirais pas de fuir un petit peu le monde réel, mais voilà, pour avoir un peu une accalmie autour de moi, parce que j'aime bien m'isoler pour bouquiner et tout ça. Et toi, justement, c'est quoi ton rapport à la lecture ? Compulsif. Il faut le faire, en fait, c'est ça ? Il faut que je le fasse, tu vois, sinon je me sens pas bien. Non, mon rapport à la lecture, c'est un moment d'évasion, de calme, un moment où je me sens bien. En fait, moi, quand je t'explique un petit peu. Quand je lis, j'ai pas forcément besoin de silence ou quoi, genre même tout con, je lis dans le bus en allant et en venant du boulot, donc j'ai mes écouteurs où j'ai du métal à fond et j'ai mon bouquin avec moi, tu vois. Mais en fait, dans ma tête, quand je lis, en fait, j'ai tout. Ça fait comme un film. J'ai les personnages, je sais quel acteur joue le personnage. J'ai la musique, j'ai les effets spéciaux, j'ai tout dans ma tête en fait. Et j'adore ça. En fait, c'est pour ça que je préfère la lecture au cinéma, c'est parce que du coup, j'ai pas personne m'impose sa vision. Ouais, bien sûr. Je mets ma propre vision du truc. Et en dehors de ça, mon rapport à la littérature et à la lecture, c'est je sais pas trop comment expliquer. C'est un moment où je me sens bien. C'est un des rares moments où je me sens bien. Où vraiment je peux me transposer dans quelque chose d'autre. Et ouais, c'est de l'échappisme, hein, totalement. Hein. C'est complètement s'échapper de ta vie réelle. Hein. Mais c'est un des rares moments vraiment où je me sens vraiment, vraiment bien, quoi. D'accord. C'est un moment que j'aime, tout simplement. Et tu prends le temps d'avoir aussi, c'est bien ça. Je prends beaucoup de temps. Ouais, mais écoute. Non, vraiment, j'en ai besoin, en fait. J'aime tellement, et même des bouquins que j'aime pas forcément, tu vois, genre là, je suis dans un bouquin dans lequel je suis pas forcément trop dedans, mais je viens de le commencer, je suis qu'à 200 pages, donc voilà, il y a encore du temps pour se délivrer un petit peu à moi. Ouais. Mais même quand c'est pas forcément un bouquin que j'aime, en fait, j'ai toujours hâte de pouvoir me remettre dedans, en fait. J'ai hâte de pouvoir rentrer chez moi le soir, de pouvoir faire ma petite vie, tout ça, puis de me mettre sur j'ai une magnifique chaise à bascule de mamie, tu vois. Enfin, me mettre là avec mon chaton. C'est ça. Et franchement, t'as ta tisane, ton plaid, ton chat, ton bouquin, un petit peu de musique en fond, et t'es le roi du monde, quoi. Mais c'est ça, exactement, ouais. Bah, tu vois, on a à peu près les mêmes habitudes de lecture, je pense. Moi, je sais que je peux pas bouquiner sans musique, c'est impossible, par exemple. Voilà, c'est ça. Tu vois, même si je suis pas focus sur la musique, justement, ça coupe, ça isole, parce que je suis comme toi, je lis dans les transports aussi. Et du coup, ouais, ça te coupe littéralement avant le grand rush, en fait, hein, que tu commences ta journée, que t'attaques, ou alors justement, quand c'est en fin de journée, ça te pose. C'est ça. Avant de faire ce que t'as à faire et tout. Et de toute façon, je crois qu'on est plus tous au moins pareil à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, c'est une des raisons pour lesquelles, parce que mon boulot est pas si loin et que j'ai un bus pour y aller. Mais c'était ma justification pour arrêter d'y aller en voiture, déjà parce que l'écologie c'est cool, et ensuite parce que ça me permettrait vraiment d'avoir une pause dans ma journée. Ouais. Tu sais, au lieu de t'énerver, tout ça, t'habites à Lyon, je crois, t'habites dans une grande ville. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, donc voilà, conduire à Lyon, voilà, j'imagine même pas ce que c'est, moi. Rien qu'à Besançon, j'ai envie d'hurler sur les gens parce qu'ils conduisent comme des non, mais c'est l'enfer, hein. Comme des truites, quoi. Ouais. Et du coup, ça me permet d'arriver au boulot le matin reposé parce que j'ai passé du temps avec une histoire, avec la musique, avec personne pour m'embêter. Et le soir, c'est pareil, ça me fait une vraie coupure. Ouais. Et c'est con, mais j'ai l'impression que vraiment, ça fait pas si longtemps que ça que je le fais et ça me change vraiment la vie, quoi. Alors que normalement, je réservais entre guillemets une période de lecture au midi pendant ma pause au boulot et le soir. Et en fait, d'avoir ça en plus, d'avoir ce petit moment-là en plus, ça me fait vraiment réaliser à quel point la lecture, ça me calme en fait. Ouais. Alors que normalement, je suis une grosse boule de nerfs. Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. T'es active, ouais. Ouais, c'est ça. Et très très émotive, très tout ça. Et en fait, ça me permet vraiment de me souffler un bon coup. Dans le tumulte qui est la vie active. Voilà, ça permet vraiment de se poser, et de prendre le temps pour faire autre chose et de penser à autre chose surtout. C'est une sorte de méditation en fait, hein. Je pense c'est à partir du moment où tu ça. focuses ton esprit sur quelque chose sans spécialement laisser les pensées intrusives arriver, tout ça, machin, et puis voilà, le résultat, hein, c'est le même, hein, je pense. Hein. Moi je fais un peu les deux et c'est à peu près le même résultat, donc... Mais c'est ce que je dis souvent que c'est le sport, ma méditation, mais effectivement ça rentre aussi dans ça. C'est une autre forme de méditation. Ouais. Alors que moi, tu vois, le sport, généralement, c'est avec les potes et il n'y a pas spécialement de musique. Et c'est plus là vraiment de l'échange, justement, parce que je déteste... Alors déjà, j'aime pas spécialement faire du sport, mais là, ça motive de faire ça avec les potes et tout. Et du coup, justement, c'est là où
je permets de décompresser aussi un petit peu, de te lâcher vraiment, balancer des vannes et tout. Et c'est une autre forme de détente aussi, hein, malgré tout. Mais voilà, c'est vrai que moi je le vis pas comme comme un moment de calme en fait, si tu veux, parce que mes potes sont des cons en plus de ça, du coup, ça aide pas. Donc voilà. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, donc je commence à te connaître un petit peu parce que on se suit sur les réseaux, tout ça. Mais parmi tous les thèmes du bouquin, je pense pas me tromper en disant que la place de la femme dans le récit est assez importante. Et il me semble que c'est le genre de thème qui te tient quand même assez à cœur. Tout à fait. Alors c'est pas ce sur quoi je vais me focaliser, dans le sens où s'il n'y a pas une femme forte dans un bouquin, je vais pas trouver ça particulièrement détestable ou quoi. Mais pour le coup, le fait que beaucoup des personnages soient des femmes ou associés au genre féminin, parce que bon, les araignées, on va dire que c'est des femmes, hein, voilà. Enfin, la plupart de celles qu'on suit, c'est des femmes, dont Portia, du coup, qui est à chaque fois un personnage qui est récurrent et qui revient beaucoup. Et effectivement, c'est hyper intéressant de voir ça, surtout comme quand on en a parlé tout à l'heure, le monde des araignées est matriarcal. Et du coup, ce sont les femmes qui sont puissantes et les hommes qui sont utilisés un peu comme chair à canon, ou comme assistants, ou comme un peu vus comme citoyens un petit peu de seconde zone, quoi. Alors que, et on parlait de ça, tu as Lane, qui est une femme ingénieure, et qui va tout le long du bouquin secouer Holston pour qu'il fasse quelque chose, qui va être son soutien moral, on va dire, sans vraiment jamais sauter le pas du romantisme d'ailleurs, ce qui est appréciable parce que c'est rare. En général, quand il y a un intérêt féminin, ça va finir par être la copine, ou c'est sa femme, ou c'est son ex, ou un truc du genre. Exactement. Là, c'est vraiment purement une nana qui va te dire, écoute mec, là, on va mourir, donc ça serait peut-être bien que tu te bouges. Ça, c'est vraiment... et elle a pas peur de le dire. C'est ça, là, il y a pas le temps, fais quelque chose, et qui va en même temps être un soutien moral et psychologique, et je trouve ça vraiment intéressant. Et cette nana, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Mais c'est vrai que voilà, il y a tout ce parallèle-là qui effectivement est très très intéressant, parce que ça change aussi grandement, même si les mentalités changent en science-fiction comme ailleurs, ça fait du bien aussi d'avoir une nana comme ça, où tu te poses même pas la question à un moment donné si c'est une nana ou pas, quoi. Tu sais que c'est un personnage fort, et en plus elle est féminine, donc c'est cool, mais tu te poses même pas la question à un moment donné, quoi. Ça, c'est cool. C'est vraiment top. Après, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont super cool, tu vois. Holston, par exemple, le pilote du Gilgamesh, qui a un arc qui est absolument dingue. Il y a Kern aussi, qui du coup peut être considérée comme une femme. Elle l'a été à un moment donné, donc on va dire qu'elle l'est. Voilà, qui a un côté très très démiurge, et voilà. Et du coup, ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un thème qui est assez cool dans le bouquin, et c'est top de voir un homme aussi écrire des femmes de manière aussi juste et de manière aussi normale, en fait. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que oui, on sait que c'est une femme parce que Holston nous le dit qu'elle l'est, mais elle est pas écrite comme une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, il y a beaucoup d'auteurs masculins qui vont écrire, et quand tu vas même pas avoir, ça va être un prénom plus fantaisiste, tu vas même pas savoir que c'est une femme, mais tu vas te dire putain, c'est bon, elle est écrite, c'est une femme. Et tu sais que c'est écrit pour qu'on sache que c'est un personnage féminin. Ouais, alors que là, il y a pas cette barrière-là, en fait. Alors que là, il y a pas cette barrière-là, c'est juste, c'est un personnage, elle est cool, elle est forte, et il se trouve que c'est une femme, mais en soi, ça pourrait être un homme, ça ne changerait rien. Et ça, c'est quelque chose qui est cool, c'est ce qu'ils font beaucoup dans The Expanse aussi, où par exemple Ava Sarala, qui est un des personnages politiques que l'on suit le plus, oui, il se trouve que c'est une femme, mais en soi, tu le saurais pas, ça serait pareil, quoi. Ça serait pareil, ouais. Ça serait exactement pareil, et c'est vraiment cool d'avoir pour une fois aussi des personnages féminins aussi justes, et qui vont pas être écrits pour être des femmes, qui vont juste être écrits pour être des personnages cool en étant des femmes. C'est vrai que d'habitude, les meilleurs persos féminins sont écrits par des femmes. Là, ça a l'air d'être totalement différent, en fait. Donc, totalement. Totalement. Cool. Et en plus, dans les trois bouquins dans les deux bouquins qui ont suivi celui-ci, ces suites, c'est pareil, il y a aussi une forte propension aux personnages féminins qui sont aussi écrits de manière très subtile, notamment là dans le dernier Children of Memory, qui est sorti en novembre, donc il est pas prêt de sortir, je pense, en français, mais qui a, je crois que pratiquement tous les personnages principaux c'est des personnages féminins, et ils te tiennent aux tripes. Enfin, pour le coup, ce bouquin-là, autant Children of Time, j'ai eu ma petite larme, mais j'ai tenu. Autant le dernier Children of Memory, j'ai pleuré, je crois, la moitié du bouquin. J'étais en larmes la moitié du livre, quoi. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je vais te laisser encore une citation, et puis on conclura là-dessus, si tu veux.
Ok, ça marche. J'en ai 2, du coup. Eh ben, enchaîne-les. Que j'aime beaucoup. La vie n'est pas parfaite, les individus auront toujours des défauts, mais l'empathie, la pure incapacité de voir les autres d'une quelconque autre manière que d'autres personnes, conquiert tout au final. Qui est quelque chose de plein d'espoir au milieu de ces horreurs que l'on lit. Et la dernière, personne ne souhaitait penser au destin limité d'une minuscule poussière d'humanité perdue dans l'immensité du cosmos. Bim, là ça te remet à ta place en effet. Allez hop, c'est ça, bonne nuit, rideau, merci. Voilà, c'est ça. Bon bah maintenant je vais aller me mettre en boule et puis je vais pleurer quoi. Exactement. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, pas spécialement. Je crois qu'on a globalement fait le tour. Tout ça pour dire que voilà, je pense que Jane Chokowski, c'est pas forcément quelqu'un qui est très connu dans les cercles français, et c'est dommage. Déjà parce qu'il a mis du temps à être traduit, ce qui est toujours une barrière dans l'accessibilité aux œuvres. Mais vraiment, si vous avez les capacités à suivre, parce que il me semble que le deuxième est pas encore traduit en anglais non plus, mais foncez parce que c'est une des plus belles histoires que vous aurez à lire de votre vie. Vraiment, même si vous n'êtes pas un grand fan de SF, il n'y a pas besoin d'être un fan de thématique SF pour apprécier ce livre. Ça peut aider à se mettre dans l'environnement du bouquin, mais c'est loin d'être nécessaire. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en sciences, d'avoir des connaissances en génétique, en tout ce que vous voulez pour suivre. C'est vraiment un bouquin qui te prend par la main pour le coup. C'est suffisamment rare en hard science des bouquins qui vont te dire allez maintenant on y va, tu viens avec moi, on t'emmène. Celui-là il te prend vraiment par la main et puis il te montre plein de choses vraiment très très belles. Donc ma foi, même si vous n'êtes pas un grand fan de lecture de l'imaginaire, déjà bon, qu'est-ce que vous faites là, voilà, si vous ne l'êtes pas, mais bienvenue, on apprécie tout le monde, il y a des gâteaux, asseyez-vous. Mais vraiment, même si c'est pas quelque chose normalement qui vous attire ou avec lequel vous avez des affinités, celui-là, je peux vous garantir que vous l'aurez de mon expérience personnelle pour l'avoir offert à des gens qui normalement n'ont pas grand-chose à faire. C'est quand même quelque chose, c'est une histoire qui touche énormément. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voudrais dire ? Merci à toi de m'avoir invité, même si c'est toujours agréable de savoir que ça t'intéresse. Ce qu'on a à dire. Ah bah ouais, bien sûr, ouais, carrément. C'est vraiment très cool. Donc je le rappelle, on peut te retrouver sur YouTube en grande majorité avec ta chaîne Horizon Universe. On peut te retrouver sur Twitter, on peut te retrouver sur Instagram. Et puis c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, merci encore 1000 fois de m'avoir fait confiance pour cette première. C'était vraiment très cool de t'avoir sur un truc un peu plus sérieux, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite, je pense d'ici 2 semaines, pour soit une nouvelle chronique, soit... on verra, on va pas se prendre la tête, de toute façon c'était le programme à la base. Et puis surtout, prenez soin de vous, et puis lisez Children of Time, et en français c'est Dans la toile du temps. Voilà. À bientôt, salut. Ciao ciao.